donc je suis Flora Branger, je suis hydrologue à INRAE dans le laboratoire Riverly à Lyon. Et je m'excuse, ma caméra ne fonctionne pas aujourd'hui, donc voilà. Il y aura juste le son. La présentation, on va d'abord donner quelques petits éléments de contexte et puis vous présenter la méthodologie du travail qui a été réalisé en fait dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône en termes de modélisation. Ensuite, vous montrer en fait les résultats qu'on a obtenus sur les évolutions possibles du fonctionnement hydrosédimentaire du Rhône à l'horizon 2100, avant de finir par une discussion et puis des conclusions. Euh, voilà, donc pour vous donner quelques éléments de contexte, avec le changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire modification du régime des cours d'eau, notamment potentiellement des étiages plus sévères, hein, comme on a déjà vu, des crues plus sévères également. Il y a aussi des questions par rapport à la modification de l'occupation des sols, en lien avec l'intensification des précipitations apportées par le changement climatique, et ce qui serait susceptible potentiellement d'accroître l'érosion. Et puis, dans le cadre du changement global, également beaucoup d'interrogations sur l'évolution des usages humains de l'eau et de la gestion de l'eau, notamment en termes de prélèvement, en termes de rejet, en termes de gestion notamment de tout ce qui est grands barrages et de régulation des cours d'eau. Donc, tous ces éléments-là ont des impacts potentiels sur l'hydrologie et le transfert de sédiments et contaminants associés. Et donc, c'est cette question-là qui nous intéresse évidemment particulièrement dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône. Donc sur le Rhône plus particulièrement, les questions qui se posent, c'est la modification du régime hydrologique des affluents alpins en particulier, la problématique d'une remontée vers le nord et d'une potentielle intensification de tout ce qui est épisode pluvieux méditerranéen et donc crue méditerranéenne. Une modification du coup potentiel des sources des matières en suspension et des contaminants et de leur dynamique, et puis une interrogation également sur la gestion des grandes retenues hydroélectriques. Donc, pour répondre à ces questions-là, l'idée c'est d'utiliser la modélisation, la simulation numérique, pour estimer des trajectoires d'évolution hydrosédimentaire du fleuve. Donc, je vais passer du coup à une première partie de méthodologie générale. Donc le travail qui a été réalisé, ça a été de construire des modélisations dites spatialisées, pas seulement à l'échelle du fleuve Rhône, mais de l'ensemble du bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble de la surface qui est drainée par le fleuve, bassin versant du Rhône, pour prendre en compte la variabilité spatiale du climat et également la variabilité spatiale des caractéristiques physiques du bassin, notamment en termes de pente, d'occupation du sol, d'altitude, de nature de sol, de géologie, etc. Donc les modèles qu'on a mis en place, ce sont essentiellement trois modèles. Un modèle hydrologique qui s'appelle J2000 Rhône et deux modèles sédimentaires, un modèle de modélisation de la production sédimentaire des versants des transferts au cours d'eau qui s'appelle Invest SDR Rhône et ensuite une modélisation des transferts et de la connectivité dans le réseau hydrographique, un modèle qui s'appelle Cascade. Euh, et ce qu'on a cherché ensuite en termes de scénario, on a regardé en fait dans le cadre des travaux qui vous sont présentés ici, les scénarios de changement climatique et les scénarios de changement d'usage de l'eau, et on a laissé de côté l'occupation des sols pour l'instant. Donc, je vais vous faire un passage un petit peu rapide sur la sélection de scénarios de changement climatique. Donc pour ça, on s'est appuyé sur un projet national français qui s'appelle Explore 2, dont l'objectif était d'actualiser les connaissances sur l'impact du changement climatique sur l'hydrologie, avec un volet également transfert vers les acteurs de l'eau. Et donc l'idée, c'est d'avoir une approche qui soit à la fois multiscénario, multimodèle, appliquée de manière uniforme sur le territoire métropolitain pour avoir la gamme la plus large possible de futurs possibles et une estimation de l'incertitude, et également une idée d'aller vers des variables locales, les échelles des bassins versants, pour que ça puisse être utilisé concrètement par les acteurs de l'eau.
Donc voilà, je vous présente juste quelques chiffres, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapo qui est un peu lourde. C'est un projet qui vient de se terminer, qui a duré 3 ans et a été cofinancé par le ministère de la Transition écologique et par l'OFB, avec un volet scientifique qui regroupait en fait l'ensemble des acteurs français de l'hydrologie et de la climatologie. Voilà. Alors concrètement, comment ça fonctionne? On a choisi donc 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui s'appellent RCP, Representative Concentration Pathways 2.6, 4.5 et 8.5, qui sont plus ou moins pessimistes, qui ont été ensuite déclinés en projections euh, à l'aide d'un modèle climatique, de modèles climatiques globaux, donc à l'échelle de l'ensemble de la planète, qui ont été ensuite désagrégés au niveau régional avec des modèles climatiques régionaux, RCM, et ensuite une dernière étape qui est une étape un peu plus technique de correction de biais. Donc ça nous a permis d'obtenir des chroniques de précipitations, température, etc. sur une grille sur toute la France de 8 par 8 kilomètres au pas de temps journalier sur l'ensemble du 21e siècle. Et donc en fait, il y a énormément de simulations qui sont disponibles et donc une sélection qui a été faite sur la base d'expertise notamment des climatologues de notre projet. Voilà, donc au final, il y a eu 17 couples GCM-RCM avec un certain nombre de projections à chaque fois. Donc elles sont tous représentées sur les petites figures que vous voyez ici. Vous avez un point égale une projection climatique. Donc il y a un graphique qui est en hiver et un graphique qui est en été. Et c'est pour vous montrer en fait sur ce graphique la variabilité en fait des différentes projections qu'on obtient en termes d'évolution du climat à l'horizon fin du XXIe siècle. Et donc ce qu'on a fait nous plus concrètement dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône, c'est s'appuyer sur des sous-sélections qui ont été faites notamment par Météo France, qui a sélectionné 4 projections climatiques contrastées, qui sont les points que vous voyez en couleur ici. Et du coup, voilà, nous, on a sous-sélectionné 5 projections sous le scénario climatique le plus pessimiste, et dont 2, donc la violette et la jaune, qui font partie en fait des narratifs qui sont mis en évidence dans le cadre du projet Explore 2. Donc c'est sur ces résultats-là, sur ces 5 projections qu'on va vous présenter les résultats. Donc en termes de modélisation hydrologique, le modèle qu'on a utilisé s'appelle J2000 Rhône. Donc c'est un modèle distribué en à peu près 30 000 mailles, d'une taille moyenne de 3 km² sur l'ensemble du bassin versant jusqu'à Beaucaire, et donc qui prend en compte notamment la variété de l'occupation du sol, mais c'est également un certain nombre d'usages de l'eau, dont notamment les principaux barrages retenus hydroélectriques. Et donc on s'en est sur un modèle qui simule l'ensemble des processus hydrologiques principaux, comme vous voyez sur le schéma, et également du coup les retenues d'eau par les barrages et dérivations. Donc je vais décrire un petit peu plus en détail ce qui se passe au niveau des barrages et des dérivations, parce que ça nous a fait travailler notamment sur les scénarios de gestion. Donc les barrages dans notre modèle, on a représenté que les principaux, les plus gros, vraiment les grosses retenues, qu'on paramétrise avec des consignes de rétention et de lâcher selon le type de retenue. Donc typiquement, on donne une consigne positive quand il s'agit de restituer plus d'eau que l'eau naturelle, on va dire, au tronçon de rivière aval, et une consigne négative quand on prélève de l'eau, qu'on garde de l'eau au tronçon de rivière amont, qu'on va pas envoyer vers l'aval tout de suite. Donc ça nous fait ces espèces de courbes-là qui peuvent être différentes selon le type de retenue, si c'est des retenues qui sont en hydroélectrique pure ou alors si c'est des retenues qui sont multi-usages. Et donc à partir de là, on a fait de la scénarisation de gestion des ouvrages avec 3 scénarios virtuels, alors qui ont été construits indépendamment de la gestion réelle des barrages par les gestionnaires et indépendamment des contraintes de gestion opérationnelle. Si ce n'est que dans notre scénario 1 qui correspond à la gestion actuelle, on essaye de reproduire quand même un petit peu, on reproduit quand même ce qui se passe actuellement en moyenne. Et donc on a créé aussi 2 scénarios qui correspondent en fait à des objectifs différents. Donc le scénario 2 qui est plutôt avec l'idée de suivre une onde de fonte qui sera plus tôt et donc de décaler un petit peu la restitution ou le prélèvement d'eau, et un scénario 3 qui serait dans un objectif en fait de généraliser un petit peu le soutien d'étiage par les retenues en été. Voilà. Euh, donc je passe la parole à Mathieu pour la partie matière en suspension. Oui, alors pour la partie matière en suspension, donc Flora vous a déjà évoqué le fait qu'on utilise en fait un couplage de deux modèles qui ont deux objectifs bien spécifiques.
Alors le premier, c'est Invest SDR Rhône, qui a pour but en fait de modéliser la production sédimentaire des versants et puis les transferts potentiels de matière en suspension depuis les versants vers les cours d'eau. Alors c'est comme non tu peux ouais comme ça l'est suggéré par cette figure ici. Vous voyez qu'on est sur un travail de combinaison en fait de cartes d'index pixel par pixel. On a des pixels ici de 25 mètres sur l'ensemble donc de la partie française du Rhône. Et notre objectif, ça va être d'essayer d'exprimer en tonnes par hectare et par an ou en tonnes par kilomètre carré par an la production sur des moyennes interannuelles de l'ordre d'une quinzaine d'années, la production sédimentaire des versants vers le cours d'eau. On travaille sur des gammes granulométriques qui correspondent au MES, hein, globalement du sable fin à l'argile. Et vous voyez que ces différents facteurs, ils représentent en fait des éléments qui contribuent à l'érosion des versants. Donc, par exemple, l'érosivité des pluies, ça va être la capacité des précipitations à détacher et à transporter des particules depuis les versants vers les cours d'eau. On travaille aussi sur l'érodibilité des sols, donc qui est la sensibilité intrinsèque en fait des sols à l'érosion, qui inclut des caractéristiques de granulométrie, de perméabilité, de teneur en matière organique, etc. Inclusion également de la pente qui donne en fait toute son énergie au ruissellement, du couvert végétal, sur la rétention des sédiments par le paysage, hein, par exemple les forêts qui vont avoir des forts taux d'abattement sur les vitesses d'érosion. Et puis un dernier facteur qui est en fait la connectivité, autrement dit la probabilité de transport en fait pour chaque volume érodé par pixel, probabilité de transport vers le cours d'eau. Ça, c'est des paramètres géométriques qui nous permettent bien, de l'estimer. Euh, Tout ça, ça nous permet ensuite de mettre en place un deuxième modèle qui est le modèle cascade Rhône, alors qu'il lui a on va dire, une manière de représenter l'espace et des objectifs qui sont un petit peu différents. Alors, cascade, il représente le cours d'eau. Il se focalise vraiment sur le cours d'eau, donc ici le Rhône et ses principaux affluents, qui est représenté sous forme d'un graphe, c'est-à-dire d'une succession de nœuds et de liens, en fait, qui représentent des tronçons du cours d'eau dans lesquels on va inclure un certain nombre de caractéristiques physiques que sont les débits, les volumes de sources sédimentaires disponibles, granulométrie, etc. Et dans lequel on va essayer de simuler en fait les transferts sédimentaires dans ce réseau hydrographique et de tracer en fait la diffusion depuis les sources vers les zones de dépôt ou les exutoires. Donc ce modèle cascade, il s'interface avec les deux modèles précédemment présentés de la manière suivante. On va avoir le modèle J2000 Rhône qui va fournir énormément d'informations sur les débits et les débits potentiels, on le verra. Et puis le modèle Invest qui va nous renseigner sur les sources sédimentaires, leur localisation et leur volume. À partir du calage en fait de ces modèles, on va appliquer ici des scénarios de changement climatique qui vous ont été présentés précédemment. Et ces scénarios de changement, donc ici pour le transfert de MES uniquement climatique, on n'a pas de scénario encore intégré de gestion d'ouvrage. Euh, on a une influence qui est à la fois sur évidemment les débits et puis sur la composante érosivité des pluies qui va là aussi modifier en fait les volumes sédimentaires disponibles sur les versants. Donc ici, à titre d'exemple, quelques sorties de modèles de Invest SDR pour la période, vous voyez, 2006-2023. Donc à l'échelle du Rhône dans son entièreté, on distingue globalement une fourniture sédimentaire plus importante dans les Alpes. Mais ce que je voulais montrer ici surtout, c'était voilà, les vues détaillées sur deux petits secteurs de la vallée du Grésivaudan et du massif du Dévoluy, euh, pour voilà, illustrer le fait qu'on a travaillé dans le cadre de la partie Invest SDR sur vraiment, on a apporté un grand soin à la production, on va dire, de données de référence détaillées. Qui permettaient d'aller un petit peu au-delà de démarches un peu de la même nature qui ont été réalisées notamment à l'échelle européenne.
Et voilà, on voit globalement sur ces images que même si bon, ça peut être soumis à discussion éventuellement, qu'on a en fait des formes qui, en sortie de modèle, sont assez proches de ce qu'on pourrait produire par une expertise géomorphologique, par exemple. Ensuite, si on passe à la partie transfert en fait dans le réseau, vous avez ici une carte des flux de MES simulés par cascade, toujours sur la période de référence 2006-2023, sur le Rhône et ses principaux affluents. Alors ici, on a bien sûr travaillé à la validation de cette modélisation des flux, notamment par la comparaison des sorties de notre modèle avec 25 stations de référence, principalement des stations suivies par l'Observatoire des sédiments du Rhône. Et c'est ce que vous avez sur le nuage de points au centre de cette diapositive. Ce qu'on montre ici, c'est que bon, voilà, globalement, on reproduit bien les ordres de grandeur des flux mesurés. On a par exemple un bon bouclage hein, à l'exutoire du bassin versant, donc c'est le point qui est tout en haut à droite de ce graphique, à plus ou moins voilà, 5 mégatonnes par an. Et donc globalement des flux bien reproduits à l'exception de certains cours d'eau comme par exemple la Durance là, que vous avez en violet qui est le point un peu le plus éloigné de la ligne de parfait ajustement du modèle pour lequel il y a encore des difficultés hein, dans le calage. Bon, mais globalement ces ordres de grandeur ils sont reproduits et vous voyez sur le dernier diagramme annulaire ici en bas la contribution relative des différents secteurs du Rhône au flux total à Beaucaire, c'est-à-dire à son exutoire avant le delta. Euh, et on voit ici bah, la large dominance hein, des contributions de l'Isère, de la Durance, et plus globalement, voilà, on montre que 75% des flux sédimentaires, globalement, viennent de l'arc alpin. Donc sur cette base, c'est Flora qui va prendre la suite pour vous présenter bah, les résultats en fait, des projections, d'abord sur l'hydrologie. Oui, voilà, tout à fait. Donc, je vous présente quelques petits graphiques qui illustrent les résultats qu'on a obtenus en faisant des simulations du coup sous nos fameux 5 scénarios climatiques. Donc les premiers résultats concernent uniquement la partie changement du climat en conservant une gestion des barrages qui est la gestion actuelle. Et donc ce que vous avez sur ce graphique, c'est la variation relative des débits moyens annuels entre une période historique qui nous sert de référence et un futur en fin de 21e siècle. Donc avec du coup bah, une variation par rapport au zéro. Et donc ce que vous voyez, c'est que on a une variabilité spatiale en fait hein, des évolutions hydrologiques possibles, avec globalement sur le Rhône à Beaucaire, donc qui est tout à droite du graphique et qui est à l'exutoire, quelque chose qui finalement change pas tant que ça en débit moyen annuel, mais par contre plus de variabilité avec une augmentation au niveau de la partie nord, notamment du Rhône amont et de la Saône, et puis une diminution au niveau des affluents Isère et Durance. Voilà. Et donc si on rajoute euh, euh, une partie saisonnière, c'est-à-dire que on regarde plus uniquement le débit annuel, mais on regarde des débits moyens saisonniers, toujours en comparant par rapport à la période historique. Donc vous avez sur le graphique de droite pour l'hiver, la partie décembre, janvier, février, et sur le graphique du bas, l'été. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait on a une augmentation des débits qui est assez généralisée en hiver, euh, et qui est due à plusieurs facteurs sur le bassin du Rhône, au nord. Et donc notamment sur le bassin de la Saône, qui n'est pas un bassin alpin, avec une augmentation qui est liée à une augmentation des précipitations. Et on a aussi une augmentation assez importante en fait des débits sur l'Isère et aussi sur la Durance et sur le Rhône amont. Et ça, c'est lié aussi à l'augmentation des températures, qui fait que on a moins de stockage de neige et plus de précipitations sous forme liquide qui se retrouvent du coup tout de suite en débit, même en hiver. Et par contre, à contrario, en été, on a quand même une diminution des débits qui est assez sensible, hein, parce que sur l'Isère, regardez, on peut aller même jusqu'à pratiquement moins 50%, qui va être liée à la fois à la conjonction de deux facteurs, à la fois une baisse des précipitations
des précipitations. Et également, eh ben, une fonte précoce d'un stock de neige qui était moins important, puisque donc moins formé pendant l'hiver, et donc qui va nous amener à moins de débit en été. Et ça, c'est quelque chose qui est généralisé et particulièrement sensible, notamment sur les affluents alpins. Voilà. Et si on rajoute, eh ben, les scénarios de gestion des barrages par là-dessus, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas d'influence pour les trois scénarios sur le Rhône amont, la Saône et le Gier, mais ça c'est quelque part entre guillemets normal parce que sur ces rivières-là, soit il n'y a pas de barrage, soit on les a pas pris en compte. Parce qu'on on n'a pas pris en compte leur fonctionnement, on n'a pas fait de scénario sur leur fonctionnement futur, parce que bah, c'est des zones qu'on connaît pas assez. Sur l'Ardèche, les scénarios 2 et 3 sont identiques, donc ça c'est normal qu'on obtienne les mêmes résultats. Donc si on regarde essentiellement du coup sur l'Isère et la Durance, et du coup la résultante à Beaucaire, on voit que eh ben, on diminue les débits en hiver, parce que du coup il y a une consigne de restitution de volume bah, qui est plus faible, et on augmente les débits en été. Parce que on a une augmentation des lâchers. Donc entre guillemets, on peut compenser ou atténuer en partie les effets du changement climatique. Mais ça reste quand même largement au-dessus du zéro. Et donc si on regarde les régimes hydrologiques, donc en fait le régime hydrologique c'est le débit journalier moyen du 1er janvier au 31 décembre. Donc sur ce graphique-là, du coup, on est sur le fleuve Rhône, donc à Beaucaire, avec une décomposition avec les provenances de l'eau des différents affluents. Et donc vous avez la référence donc avec le régime actuel qui est tout à gauche, et ensuite vous avez la fin de siècle avec les trois scénarios de gestion des barrages, 1, 2 et 3 ici. Ce que vous voyez, ce qui apparaît le plus clairement, c'est qu'on a très très clairement un changement de régime hydrologique, même sur le Rhône à Beaucaire, qu'on voit très nettement avec bah, une augmentation assez forte des débits en hiver et une aggravation des étiages en été, qui est notamment due bah, au changement de régime qui est assez marqué sur les affluents alpins, donc notamment l'Ardèche, l'Isère et la Durance qu'on voit en dessous là, avec un régime qui est quasiment inversé entre l'été et l'hiver. Et pour la différence entre les trois scénarios de gestion des barrages, on voit qu'on arrive un petit peu à modifier des choses. C'est visible sur l'Isère et c'est visible un petit peu sur la Durance. Mais par contre, quand on arrive euh, sur le Rhône à Beaucaire, ben, on voit très très peu d'influence. Donc à l'échelle du fleuve, c'est quelque chose qui se voit assez peu. Donc je vais passer la parole à Mathieu pour Ouais. continuer sur la partie sédimentaire. Alors, sur la partie sédimentaire, ce que je vous présente ici, c'est une succession en fait de cinq cartes euh, qui représentent en fait l'évolution de l'érosivité des pluies. Donc, dans un premier temps, je vais vraiment me focaliser sur la partie production sédimentaire sur les versants, et puis après, on verra les réactions du système en incluant l'évolution des débits. Donc ces cinq cartes, elles vous représentent cinq sorties du modèle Invest, pour lesquelles on a changé les paramètres de précipitation en incluant les scénarios futurs. Et donc les noms un petit peu barbares que vous avez au-dessus de chacune des cartes correspondent aux noms des différents modèles climatiques prospectifs qui ont été utilisés. Par exemple, CNRM CM5, c'est le modèle qui est issu de la collaboration entre Météo France et le CERFAX. Bon, ce que ces cartes en fait de variation relative entre la période de référence et le futur nous montrent, dans un premier temps, je trouve, c'est vraiment cette baisse, vous voyez, cette dominance des tons, en tout cas verts, sur l'arc alpin, qui est vu par l'ensemble des modèles et qui montre bah, globalement que cette érosivité, elle tendrait à diminuer principalement dans cette zone. Et à l'inverse, si on regarde le nord du bassin versant et puis toute la rive droite du Rhône, on a des trajectoires qui ici sont un peu plus incertaines avec, vous voyez, des modèles qui ne sont pas toujours je dirais, voilà, sur des trajectoires identiques.
Globalement, à l'échelle du bassin versant, vous voyez que du coup, l'évolution en fait de cette érosivité elle peut être assez variable. Donc le chiffre qui est en bas en fait représente la moyenne générale du bassin versant du Rhône, qui vous voyez peut une érosivité des pluies dans les cas les plus pessimistes qui pourrait diminuer de 16,6% ou aller jusqu'à plus 4,4% suivant le modèle climatique qu'on utilise. Alors ça, bien sûr, ça a une incidence sur l'érosion en fait du bassin versant. Et ici, vous avez la projection en fait de ces différents scénarios euh, sur la production sédimentaire des versants. Donc vous avez ici en abscisse bah, ces différents modèles climatiques. Et puis en ordonnée, bah, l'évolution en fait entre la période de référence et le futur des transferts, l'évolution du taux de transfert entre les versants et les cours. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, ben, on a finalement quatre des cinq modèles testés qui nous montrent des tendances à la baisse. Et pour deux d'entre eux, très significatives, on est autour de 12 à 14%, par exemple, de baisse pour le modèle AGEM 2. Euh, et puis, ben, inversement, on a un modèle qui nous montre plutôt une tendance à la hausse, plus de 10%, pour le dernier modèle ici, CNRM CM5. Euh, Ensuite, lorsqu'on transpose, enfin, lorsqu'on ajoute l'effet de l'évolution des débits, bah, globalement, on est sur des tendances qui sont similaires, mais qui sont renforcées. Alors, ce qu'on voit sur ces cinq différentes cadres, qui représentent toujours hein, cette différence en fait entre la période de référence et future, euh, on voit que bah, là aussi, sur l'arc alpin, on a une large dominance des tons bleus et donc une baisse envisagée, notamment voilà, sur l'Isère, la Durance, la Drôme. Et là aussi, une trajectoire plus incertaine hein, pour le reste du bassin versant et notamment la partie nord. Donc à l'exutoire, tout ceci nous amène finalement à des baisses envisagées, vous voyez, dans une gamme entre 21 et 3,5%. Maintenant, si j'essaie de faire des moyennes en fait de tous ces modèles pour synthétiser un peu l'information, vous voyez qu'on est toujours sur des graphiques qui représentent les variations relatives en fait hein, des transferts entre la période de référence et le futur. Et ben, on a vraiment ces quatre principaux affluents alpins, Isère, Durance, Drôme, Arve, qui sont largement dans le négatif. Vous voyez notamment l'Isère hein, qui a une moyenne en gros de 17% de perte de transfert de matière en suspension. Ceci dit, vous voyez que chaque point en fait représente une valeur par modèle. On a en fait une incertitude assez forte avec des gammes de valeurs qui sont très très larges. Hein. Pour l'Isère, par exemple, on va être entre -7 et -25 en fonction des modèles retenus. À l'inverse, pour les autres affluents, je dirais non alpins, euh, on a en moyenne des réductions qui semblent tendre vers voilà, moins significatives en tout cas. Et puis, vous voyez qu'on a là aussi une large oscillation des valeurs en fonction des modèles, avec parfois des modèles qui prédisent une hausse, parfois des modèles qui prédisent une baisse, mais ce qui n'est pas du tout le cas pour les affluents alpins qui sont tous plutôt sur vraiment une trajectoire à la diminution. Et puis bah, tout ceci, évidemment, ça impacte le Rhône. Donc ça, c'est le second graphique sur votre droite. Donc Beaucaire, je l'ai déjà évoqué. Et puis une incidence peut-être plus importante à Jon, qui est une station en amont de Lyon, par rapport à celle d'Andancette, qui est en aval de Lyon, mais en amont de la confluence avec l'Isère, et qui semble ici, voilà, plutôt, l'évolution semble tempérée par, en tout cas, voilà, les projections de la Saône, qui tendent plutôt vers la stabilité. Donc maintenant, je voulais partager avec vous quelques éléments de discussion et de perspective. D'abord concernant les évolutions hydrologiques, en disant que voilà, les influents alpins, en fait, ils sont fortement marqués par le changement climatique, quel que soit le scénario d'émission. Ici, on va vous présenter les scénarios les plus pessimistes.
Mais finalement, dans le cadre du projet Explore 2, plusieurs modèles, hein, une plus large gamme de scénarios ont été testés et tous tendent voilà, vers cet impact majeur sur les régimes et sur la saisonnalité des débits. Ensuite, on a les retenues qui ont un impact potentiel pour atténuer localement les effets du changement climatique, mais qui vont être aussi dépendants, bien évidemment, de nombreux facteurs sur notamment l'évolution des usages et puis les stratégies industrielles qui pourront être déployées face à ces changements. Enfin, sur la partie hydrologie, mais sur la partie sédimentaire également. euh, la prise en compte de l'évolution des surfaces glaciaires, elle peut être améliorée et ce sont des travaux qui sont en cours, hein, notamment sous la direction de Flora, hein, pour mieux comprendre en fait la contribution de la fonte de glace euh, au débit. Sur la partie sédimentaire, là, l'idée de cette diapositive, c'est de vous montrer que les trajectoires qu'on identifie, en fait, elles s'inscrivent globalement dans la continuité d'autres études scientifiques. Et en fait, cette baisse de la fourniture sédimentaire des Alpes, elle a déjà été évoquée hein, dans d'autres études à échelle plus locale, dans le massif des Écrins par exemple, ou en Suisse. Donc vous avez les références ici et qui sont principalement liées en fait à l'assèchement estival prévu dans les Alpes et qui a été réaffirmé dans les dernières publications du GIEC. On a une publication récente hein, en Lombardie qui, elle aussi, en fait, tend un peu dans la même direction, même si voilà, ces chercheurs identifient plutôt une hausse de la production sédimentaire dans leur bassin versant. Ils identifient surtout bien cette bascule, en fait, dans une sorte d'inversion hein, des régimes des transferts sédimentaires, hausse en hiver, baisse en été, en lien notamment avec la réduction de la fréquence des précipitations neigeuses. Et puis, à échelle plus large, hein, à l'échelle de l'Europe, déjà en 2017, le Joint Research Center a travaillé sur l'évaluation de l'évolution de l'érosivité des pluies à échelle européenne et qu'on constatait également des trajectoires un peu similaires hein, de hausse dans les Alpes du Nord, plutôt baisse vers le sud et hausse également sur le bassin versant de la Saône. Ensuite, quelques éléments un peu peut-être de critique sur cette approche sédimentaire et de perspective. D'abord pour dire qu'on est là sur une approche qui est très simplifiée au niveau des processus, hein, puisqu'on se focalise uniquement sur le ruissellement érosif et la diffusion des matières en suspension dans le réseau hydrographique. Or, on sait bien que dans les milieux alpins notamment, il y a une grande complexité des processus de versant, lave torrentielle, glissement, fonte de permafrost, etc qui influent hein, sur les volumes sédimentaires dans les cours d'eau. Donc on a pu s'en affranchir ici pour un travail sur les MES, mais on envisage actuellement hein, de travailler aussi sur la modélisation du transport de sédiments grossiers. Et là-dedans, il y a tout un travail hein, sur l'intégration de ces processus-là. Sur la partie projection, on a aujourd'hui des modèles climatiques qui évoluent euh, de manière perpétuelle et donc les nouveaux modèles prédictifs de climat sont plus à même de prendre en compte les événements extrêmes et donc c'est des choses aussi qu'il va falloir qu'on intègre, de même que la dernière considération ici, c'est de dire que le changement climatique, c'est une chose, mais ce n'est pas les seuls changements à envisager. Et donc, ces changements d'occupation des sols, même s'ils sont difficiles à intégrer, on mène actuellement une réflexion hein, sur le choix des scénarios à retenir, euh, avec énormément de limites méthodologiques hein, sur les 100 000 km² de bassin versant du Rhône. Donc pour conclure, voilà, rappeler qu'on a eu sur ces dernières années de l'Observatoire des sédiments du Rhône un investissement important sur la création et le développement de modèles pour la représentation des flux sédimentaires et puis hydrologiques. Euh, et ce qu'on voulait surtout vous montrer ici, hein, c'était que en fait, les scénarios prospectifs qu'on a pu intégrer dans les modèles, ils montrent une forte influence du changement climatique sur les dynamiques hydrologiques et sédimentaires à la fois sur un volet temporel avec ces forts contrastes été-hiver et puis vraiment ces changements de régime. Et puis sur le plan spatial avec un fort contraste hein, entre les Alpes qui montrent une tendance nette à la diminution et puis le reste du bassin versant pour lequel il y a plus d'incertitudes. Donc
Pour la suite et aujourd'hui, nous travaillons de concert au développement des modèles. Et puis, bien sûr, on se focalise plus grandement sur les Alpes, puisque c'est vraiment ici que les choses se passent, je dirais. Et puis, dernière considération et qui fera peut-être transition, c'est voilà, le fait que finalement, dans la partie sédimentaire, mais aussi dans la partie hydrologique, quelque part, la partie suisse du bassin versant est souvent mise de côté, ou en tout cas représentée peut-être avec moins de soin pour des questions notamment euh, d'harmonisation des bases de données. On fait toujours le postulat que le Léman est une frontière vraiment très hermétique, mais peut-être qu'il faut aussi là, voilà, à minima, discuter de ce postulat. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu, Flora pour... Vous m'entendez? Oui, Oui, pour votre présentation à la fois très riche et très claire. Donc il y a quelques questions, on y reviendra après. Donc je vous ai mis dans le chat au fil de la présentation un certain nombre de références, voilà, qui sont récapitulées ici si vous voulez aller plus loin, notamment les rapports de l'OSR. Vous trouverez tout ça sur le portail documentaire, voilà, qui recense l'ensemble des productions. Et ben, je vais rebondir sur l'ouverture que vous avez faite, Mathieu Flora, sur la partie suisse pour me tourner vers Emmanuel Reinhardt. Donc Emmanuel, vous êtes géographe, vous travaillez en Suisse, vous êtes à l'université de Lausanne. Vous êtes un spécialiste du Rhône suisse, mais plus largement de la ressource en eau dans les zones alpines. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu la manière dont les travaux faits en France peuvent faire écho à ce qui se passe en Suisse au niveau des scénarios de changement, au niveau des impacts sur l'hydrologie, au niveau, euh, au niveau des transferts sédimentaires aussi? En ouvrant sur des questions aussi de gouvernance et de gestion, puisque vous travaillez aussi autour de la restauration, la correction, on dit en Suisse, du Rhône suisse. Voilà, ça nous semblait intéressant d'avoir cette mise en perspective avec ce qui se passe en amont du Léman, cette barrière infranchissable que vient d'évoquer Mathieu. Oui, merci beaucoup et merci aussi pour l'excellente présentation très claire qui vient de se terminer. On m'a demandé voilà, de réagir un petit peu à brûle-pourpoint en 5 minutes sur la présentation. Peut-être je vais repartir des 4 questions qui ont été développées en introduction par Flora Branger et donner euh, voilà, quelques perspectives côté suisse. Alors, la question de la modification des régimes du Rhône et des affluents, évidemment, c'est aussi une problématique qu'on connaît côté suisse. Donc là, j'ai repris en fait une des cartes que vous avez vues tout à l'heure, et puis elle est agrandie sur la droite, et puis vous avez en haut, en rouge, les limites du canton du Valais et par rapport à la Suisse. Et vous voyez qu'en fait, le bassin du Rhône alpin correspond plus ou moins au canton du Valais, donc les cantons étant les États qui forment la Confédération suisse. Vous voyez sur la carte que la partie suisse du bassin du Rhône est très petite en surface. C'est quelques pourcents finalement de la surface totale. Euh, Par contre, elle est très limitée à une géomorphologie essentiellement alpine avec un régime du Rhône qui est quand même, disons, niveau glaciaire à l'entrée dans le lac Léman. Alors, ces modifications de régime, on les vit comme sur le reste du bassin. Ils vont continuer évidemment dans le futur. Et je dirais que là, le Léman forme une certaine barrière
Alors, je suis d'accord avec Mathieu Fressard que, en tout cas du point de vue hydrologique, ça n'est pas une barrière totalement imperméable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion, ou disons, de l'eau qui sort à l'exutoire, donc à Genève, et qui ensuite continue vers la France, elle est gérée artificiellement, pour l'instant, uniquement par les trois cantons suisses riverains. Donc, j'ai coutume de dire que c'est dans ce cas-là la Suisse qui a le robinet, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des lacs du Tessin, où là, l'exutoire des lacs est géré par les Italiens sur la plaine du Pô. Et ça change tout sur la relation entre le lac, qui est une forme de réservoir, et le cours aval. Mais les choses vont changer, sont en train de changer, notamment parce qu'il y a des discussions au plus haut sommet de l'État entre les deux pays pour gérer, ou disons en tout cas trouver une certaine gouvernance commune qui n'existe pas pour l'instant, contrairement par exemple au Rhin, pour prendre un autre exemple d'un fleuve transfrontalier. Donc, la barrière lémanique est importante. Le deuxième point, c'est de remonter, on dira, des régimes climatiques méditerranéens et de leur contingence hydrologique. On les vit aussi, et peut-être à nouveau, et on le voit bien sur l'image de gauche, une petite différence qui est le rôle très important de la barrière alpine. En fait, le cours du Rhône en vallée, c'est un cours qui est perpendiculaire à l'axe de la chaîne alpine, alors que le cours aval est plutôt parallèle finalement à l'arc alpin ou au morceau de l'arc alpin. Et ça, c'est un point très important qui explique que dans la région du Valais, on a un fort contraste climatique entre les points hauts qui reçoivent passablement d'eau et puis le cœur de la vallée qui est en situation d'abri climatique avec des effets de faune extrêmement importants. Et avec les changements climatiques, on observe une remontée, hein, notamment en automne, de perturbations avec des effets de barrage assez prolongés et puis qui parfois viennent vraiment dans la vallée elle-même. Et on a vécu ces dernières années plusieurs épisodes de crues intenses, notamment en automne. Euh, et c'est une problématique à prendre en compte. Sur la question de la source des matières, on a les mêmes interrogations, notamment dans les hauts bassins, et c'est clair que dans le bassin alpin du Rhône, finalement, les surfaces qui sont situées à plus de 2000 mètres sont relativement importantes par rapport à la surface totale du bassin à l'amont du Léman. Et donc, tout ce qui se passe à ces altitudes-là a des répercussions très fortes, et notamment en lien avec euh, l'engrisement des Alpes, comme on a coutume de l'appeler, et donc une production importante de sédiments. Euh, alors, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de travaux qui essayent de quantifier à l'échelle du bassin amont-léman. Par contre, beaucoup de travaux de recherche fondamentale sur des petits bassins hauts alpins, notamment par l'équipe du professeur Stuart Lane de l'Université de Lausanne qui travaille beaucoup sur ces questions-là, et notamment cette notion de peak sediment, donc une espèce de tendance à une augmentation des sédiments pour l'instant, puis ensuite très certainement une diminution au cours du siècle. Et puis le dernier point, cette question de la gestion par l'hydroélectricité, ou disons par les barrages. Donc là aussi, peut-être des différences, c'est que chez nous, il y a très peu de barrages au fil de l'eau sur le Rhône amont du Léman. Il n'y en a que deux principaux. Par contre, beaucoup de barrages alpins, et on essaye de les utiliser notamment pour la gestion des crues, mais pas ou très peu pour la gestion des sédiments. Voilà, je vous ai mis quelques points à droite. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais sur certains projets ou programmes qui traitent de questions hydrologiques en lien avec le changement climatique, notamment le projet HydroCH 2018.
Voilà. Merci beaucoup Emmanuel, une très bonne introduction qui va me permettre de rebondir sur les plusieurs questions qui ont été posées dans le chat relatives aux dynamiques neigeuses et à l'hydrologie du Rhône. Donc tout d'abord, il y avait une question de Pascal Krieg, Rabeski, sur le phénomène, qui se demandait si le phénomène de sublimation du manteau neigeux était pris en compte dans l'évolution des régimes hydrologiques. Ça, je pense que c'est une première question pour Flora. Oui, oui. Alors, le phénomène de sublimation du manteau neigeux, non, on le prend pas en compte. On est sur une représentation de l'évolution de la neige qui est relativement simplifiée, un modèle de type degré-jour pour ceux qui connaissent. Donc, on n'est pas du tout au niveau de réaliser des bilans d'énergie au niveau du manteau neigeux, et donc non, la sublimation, on la prend pas en compte et on la simule pas. Et est-ce que Mathieu, le recul des glaciers, ça c'est une question de Benoît Kamenen de l'INRAE, le recul des glaciers, son impact sur les apports en sédiments fins, et la question c'est est-ce que ça peut compenser cet apport supplémentaire lié au recul du glacier? Est-ce qu'il peut compenser en partie la diminution des débits estivaux, à ton avis? Alors, c'est quelque chose qu'on a effectué. C'est un scénario qu'on n'a pas testé, on va dire, actuellement. Flora, elle travaille aussi un petit peu sur la question. Euh, de prime abord, comme ça, je dirais pas forcément, parce que ça libère certes des surfaces qui sont potentiellement très sensibles à l'érosion. Ceci dit, c'est pas des étendues qui sont non plus énormes en comparaison avec toutes les autres surfaces potentiellement soumises à l'érosion dans les Alpes. Donc au final, ça a, je pense, un impact local très fort. Mais sur un grand cours d'eau en aval, je pense pas qu'on voit, enfin ça compense pas en tout cas une chute de la dynamique des précipitations, par exemple. Et puis, ce qu'on voit aussi quand même, c'est qu'il reste dans les Alpes beaucoup de moraines qui sont héritées de la fin du petit âge glaciaire. Et que donc, bah, ça montre que finalement, il reste encore, même depuis, des sédiments encore disponibles là-haut. Donc, tout va pas nécessairement partir d'un bloc très rapidement. Flora, est-ce que tu souhaites compléter Oui, sur... alors je peux contribuer par rapport à la deuxième partie de la question sur Oui, la partie des événements extrêmes. extrême. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, avec les projections climatiques qui sont disponibles et qu'on a utilisées nous, les événements de précipitations intenses, les événements extrêmes, sont pas très bien reproduits au niveau climat par les modèles climatiques. Et du coup, pour l'instant, c'est très compliqué de voir vraiment des évolutions très nettes sur tout ce qui est crue et événements extrêmes, du coup au niveau de l'hydrologie et également au niveau du transfert sédimentaire. Et ça, bah, effectivement, c'est très important par rapport aux sédiments, hein, puisqu'on sait que en général, la mobilisation sédimentaire, elle se fait lors de ces épisodes-là, et c'est des épisodes qu'on ne sait pas encore bien caractériser, ne serait-ce qu'au niveau climatique pour les projections dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, voilà, comme a dit Mathieu, hein, les nouvelles projections CEMIPSIS du sixième rapport du GIEC qui sont sortis il y a peu. L'idée, c'est que la communauté progresse petit à petit dans ce domaine-là, et donc petit à petit, on va réussir à avoir quelque chose de mieux en mieux. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, autant sur la partie étiage, là, il n'y a pas de doute possible et c'est très clair. Autant sur la partie précipitation intense et événements extrêmes, on est encore sur des choses qui sont très très incertaines. Et il y avait une question sur la partie donc étiage, notamment cohérence entre les sorties des modèles hydrologiques de vos modèles Flora et les résultats présentés dans l'étude commanditée par l'agence de l'ORMC qui utilise, il me semble aussi J2000 Oui. et qui concluait à un étiage peu influencé sous changement climatique. Il me semble que c'est un petit peu plus nuancé que ça. Est-ce que tu aurais des éléments de... Alors, du coup, j'ai plus exactement les résultats de cette étude en tête, hein. Donc, effectivement, elle a été faite avec le même modèle, avec J2000. Euh, Par contre, elle a été faite
avant le projet Explore 2, et ce qui fait qu'elle n'a pas forcément pu bénéficier de l'ensemble des connaissances, notamment en termes de choix des projections, etc., de l'ensemble des projections qui ont été faites tourner dans Explore 2. Cela dit, moi, la conclusion d'un effet minimum sur les étiages, elle m'étonne vraiment. Donc, je pense qu'il y a peut-être une question d'interprétation de qu'est-ce qu'est un effet mineur, parce que là, moi, j'ai les résultats d'Explore 2. Hein, donc, pour le projet Explore 2, vous avez sur l'entrepôt de données recherche DataGouv des fiches sur les résultats projetés sur un nombre très très important de stations en France, et notamment sur le Rhône à Beaucaire. Là, j'ai la fiche sous les yeux. Et alors effectivement, l'euro n'est pas à sec en été, mais enfin, les étiages sont quand même le changement de régime, il est visible. Donc avec des étiages qui sont plus sévères. Donc euh, peut-être que voilà, l'étude Rhône, comme elle a été faite un peu avant, avec des projections qui n'étaient pas encore bien calées, elle est un petit peu plus prudente, on va dire, à ce sujet. Mais je pense qu'elle va quand même dans ce sens-là, à mon avis. Très bien, merci. Il y avait, si on reste à cette échelle des grands processus à l'échelle du bassin, il y avait une question de Christophe Rabouille, donc coordinateur du projet Riomar sur les milieux côtiers connectés au fleuve. Est-ce que vous avez eu aussi une idée des trajectoires de flux d'eau et de MES au cours du 21e siècle, je suppose, qui arrive en Méditerranée, vers le milieu du siècle? Et par ailleurs, est-ce que vous avez des estimations des transferts de carbone organique vers l'aval? Euh, je pense que c'est plutôt une question pour Mathieu. Alors, oui, là, ce qu'on a présenté, enfin tous les deux, c'est voilà le terme le plus long qu'on a, donc c'est cette fameuse période 2070-2100. On a aussi évidemment les données plutôt sur voilà, la période un petit peu avant, 2040-2070. Mais bon, c'est beaucoup focalisé sur la fin de siècle, et donc là, j'aurais pas de, enfin, je pourrais pas de tête ressortir comme ça les ordres de grandeur, en tout cas, qui sont prévus. Mais oui, on a fait l'exercice là-dessus. Sur la partie carbone, non, nous n'avons pas fait d'estimation. Je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours à l'échelle du Rhône, mais sur uniquement déjà l'état des lieux actuel, enfin, c'est-à-dire l'estimation avec un modèle qui s'appelle SWAT euh, des flux, euh, des flux actuels. C'est un travail voilà, qui est en cours et qui n'est pas encore publié. Et qui montre énormément de difficultés sur les données, sur le calage, etc. Donc Isabelle Eudes et les a... modèles qu'on utilise Pardon. ne permettent pas explicitement en fait d'intégrer ce transfert de carbone. D'accord. Merci Mathieu. Juste pour réagir, Isabelle Aude confirme que l'étude agence conclut bien à des étiages en baisse à l'avenir. Donc il y a bien une cohérence entre les résultats. Il y avait toujours sur ces questions étiage cru, il y avait une question de Nicolas Lamourou. Le modèle cascade donne un poids fort à l'assèchement estival par rapport à l'effet des crues plus fortes dans le futur. Est-ce que Cascade reproduit bien les variations de MES intra-annuelles en situation actuelle? Alors, le modèle cascade, on l'a utilisé dans sa version, je dirais, 1.0, c'est-à-dire une version statique et qui fonctionne voilà, il modélise une gamme de débit par gamme de débit, en fait. Du coup, l'approche qu'on a mis en place, elle est de faire plutôt 100 simulations sur 100 centiles de débit pour chacun des tronçons, ce qui nous permettait voilà, d'estimer des flux plutôt moyens, et en fait, on va estimer plutôt en fait, le bruit de fond et la grande trajectoire. Euh, Depuis a été développée une version plus enfin, dynamique de cascade qui pourrait répondre à cette question. Euh, mais il n'a pas encore été utilisé.
Merci. Il y a encore alors, question sur la gestion et question sur l'occupation du sol. Donc la gestion, Emmanuel, vous en avez parlé. La gestion des débits sortants du Léman, est-ce qu'ils sont pris en compte dans les modélisations? Et quelle visibilité ou prévision à ce sujet? C'est une question de Rémi Boget du SHR. Je pense que c'est plus pour Flora. Attends, tu peux répéter la question parce que, pardon. Est-ce que la gestion des débits sortants du Léman est prise en compte? Ah, oui, excellente question. Oui, et alors effectivement, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que euh, on, on force d'une certaine manière notre modèle hydrologique avec les débits sortants du Léman. Du coup qu'on a récupéré et du coup quelque part du coup on simule nous une hydrologie sur la Suisse mais qu'on vérifie pas vraiment pour l'instant et qui est pas forcément excellente et qu'on corrige d'une certaine manière en forçant avec des débits sur le Léman. Donc on a cette entrée-là effectivement qui est forcée par rapport aux observations. Par contre, ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est des projections sur ce que ça va devenir. Et là, eh ben, ça dépend de plusieurs facteurs, hein, comme a dit Emmanuel tout à l'heure. Ça dépend évidemment des facteurs climatiques sur lesquels bah, nos collègues suisses notamment travaillent, mais ça dépend aussi de la gestion, ce qui va se faire en amont du Rhône, parce qu'il va y avoir aussi des gestionnaires d'ouvrages, etc. Et puis évidemment, bah, la gestion du lac en elle-même, sur laquelle, bah voilà, pour l'instant, c'est très très ouvert à ce qui peut se passer. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas travaillé sur le Léman, nous, dans le cadre de nos scénarios de gestion. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se mouiller d'une certaine manière sur ce qui allait pouvoir arriver. Merci Flora. Sur la partie plutôt occupation du sol, il y a une question de Jean-François Berger qui aborde la question des incendies de forêt dans les bassins versants des Alpes du Sud. Vous parlez d'impact des défrichements, mais est-ce qu'il y a aussi un rôle des incendies de forêt qui pourrait augmenter dans le prochain siècle, je vais y arriver avec le réchauffement climatique, et donc je suppose un impact sur la disponibilité des sédiments. Bah ça, c'est très clair. Et puis, bah, enfin, il y a une bibliographie vraiment foisonnante hein, sur cette question-là, en fait. Bah, voilà, parce on modifie de manière très brutale les caractéristiques physiques, finalement, d'un bassin versant avec un incendie. Donc, ça a des conséquences, en tout cas locales, hein, très importantes. Nous, on ne l'a pas explicitement intégré, vous vous en doutez. Ça fait partie des pistes qui pourraient être testées en fait dans le cadre de l'intégration de scénarios de changement climatique. Après, est-ce que ça va vraiment se voir là aussi, un peu comme les glaciers en fait, où c'est très impressionnant un feu de forêt, mais finalement, ça change pas l'occupation du sol d'un quart des Alpes non plus. Et donc, voilà, est-ce que l'effet, il est vraiment visible à l'échelle d'un très grand bassin? La réponse est probablement non également, quoi. Sauf peut-être sur la fréquence, la répétitivité, mais là encore, il va falloir avoir des projections sur euh, où est-ce qu'il va y avoir le feu, quand, comment, combien, etc., qui sont quand même Voilà. presque... Après, pour compléter, je peux peut-être. Il y a pas mal de travaux en cours sur tout ce qui est risque composite et notamment bah, risque associé, du coup, bah, sécheresse, feu de forêt et aussi la partie crue, précipitation intense après un feu de forêt, donc notamment crue après des sécheresses, avec toutes les questions, bah, notamment de déstabilisation des sols et du risque de glissement de terrain et donc les impacts potentiels sédimentaires. Donc ça, c'est des projets voilà qui commencent à émerger au niveau des différentes communautés hein, disciplinaires qui travaillent dans ces domaines-là, et je pense que ça peut être des choses qu'on va regarder nous alors, bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, notamment avec des méthodes statistiques, etc. Ce qui ne sont pas forcément, en tout cas, moi, ma spécialité. Mais c'est des choses qui vont m'intéresser parce que ça va nous donner des clés sur nous, quoi
intégrés dans nos grands modèles de grande échelle, comme disait Mathieu, qui potentiellement vont pas représenter les effets très fins, mais peut-être essayer de repérer quels sont les drivers des choses vraiment importantes. Donc il faut avoir garder un œil en fait sur ces thématiques-là. Très bien, merci. Il y a une autre question de Jean-François Berger. Comment avez-vous intégré, toujours sur l'occupation du sol, l'évolution des modes positifs et négatifs de l'ON, je pense ONA, mais je pense que c'est l'ONF dans vos modèles prospectifs à 2100? Ben, on ne les a pas intégrés. Voilà. En fait, on n'a pas fait de changement d'occupation du sol pour l'instant, donc Ok. on n'a pas regardé. Mais effectivement, voilà, ça fait partie des choses qu'on aimerait faire à l'avenir. Toujours dans l'idée de travaux à venir, une question pour toi, Mathieu, sur l'intégration du charriage dans la modélisation. Euh, oui, alors ça, bah, c'est plus vraiment au niveau de cascade dans un premier temps. Euh, Là, on est en train de travailler à revoir un peu, enfin, à produire en fait une carte de la granulométrie du réseau, en fait, enfin, du réseau du Rhône. On se focalise déjà sur le Rhône, c'est déjà assez compliqué. Euh, c'est une donnée fondamentale, voilà, qui va nous permettre après, dans des équations de capacité de transport, là aussi, bah, voilà, de modéliser ce charriage avec là le grand défi qui est de voilà, intégrer les multiples ouvrages sur le Rhône et puis voilà, leurs effets, leurs abattements, moyens, etc. sur le charrière. Donc c'est le dossier brûlant de cette année. Et tu as connaissance de travaux qui le font déjà en bassin du Rhône? C'est une question de Jules Le Guern, l'Université de Tours. Et ben, il y a une composante charriage dans le modèle MAGE A10. Alors, je suis pas spécialiste du tout de ce modèle-là et je voudrais pas m'avancer plus. Mais oui, sur des modélisations 1D, ça existe. Et plutôt sur érosion des versants. Sur l'érosion des versants, non. Et euh, ce, ce type de processus en fait de transport d'éléments grossiers sur un versant, il n'y a pas ou très très peu de modèles qui le font, ou en tout cas qui le font sur des échelles voilà, très détaillées. Et là, on est vraiment en limite technique pour le représenter sur le Rhône. Donc c'est encore des grandes questions sur quelle approche en fait retenir pour essayer de tenir compte de ça. Alors, on part plutôt sur des approches géomorphologiques un peu plus larges et plus qualitatives en fait que vraiment sur des modèles processuels. Alors j'ai fait une erreur, c'était pas une erreur de frappe de Jean-François Berger, c'est bien l'ONA et pas l'ONF. Donc l'oscillation nord-atlantique. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Alors, Olivier Champagne a Mais- déjà Oui, répondu en je partie vais dans le chat. voir. Voilà. L'idée, c'est que c'est les différents modèles climatiques en fait qui vont intégrer ça. Et on peut approcher les aspects chaotiques justement nous en prenant une grande variabilité de modèles et de run de modèles pour avoir différentes configurations possibles. Après, les résultats n'ont pas été spécifiquement analysés par rapport à l'oscillation du Nord-Atlantique. Merci. Et je pense ce sera la dernière, une question technique sur le modèle russe. Comment est-ce que vous l'avez calé sur l'ensemble du bassin versant? Une question d'Arthur Gaillot de l'AgroParisTech. Alors en fait, donc sur la partie source sédimentaire, donc le bloc Russell, en fait, bon, il n'est pas, c'est pas cette partie-là qu'on calibre, c'est plutôt la partie connectivité, en fait. Et il y a des coefficients d'ajustement, enfin des paramètres, en fait, qui permettent voilà, de caler et puis d'amener plus ou moins de sédiments au cours d'eau. Euh, c'est une tâche qui est compliquée parce qu'en fait, elle se fait de manière synchrone en fait, avec le calage de cascade.
Et donc, on part sur en fait, des gammes de valeurs de calage de part et d'autre des deux modèles. On fait beaucoup de runs et on voit à quel moment en fait, les deux s'alignent sur la base des mesures des transports de MES dans les cours d'eau. Donc c'est à partir vraiment de ces données-là. On a 25 stations, hein, j'ai montré sur la. Alors j'ai simplifié un peu là en montrant ça avec Cascade, mais en fait c'est voilà, un processus sur les deux tableaux en fait. Très bien. Bah, écoutez, merci Mathieu, merci Flora pour toutes les réponses. Je crois, je vérifie, mais je crois qu'on a traité toutes les questions du chat. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, à contacter Mathieu, Flora ou à me contacter moi, je ferai le relais. Merci beaucoup Mathieu, Flora pour la présentation. Merci Emmanuel pour les éléments de comparaison avec la Suisse. Merci à tous les participants pour vos questions. Si vous souhaitez, et on vous invite à continuer ces échanges sur les effets du changement climatique sur les grands fleuves, il y aura une session dédiée à ces questions-là. C'est un thème important dans la conférence Yes River, donc qui est organisée par la ZABRE et le Grès en début juillet, pardon, du 30 juin au 4 juillet. Donc voilà, c'est l'occasion de venir partager entre chercheurs et opérateurs. Voilà, et puis bah, moi je vous donne rendez-vous pour le prochain café OSR, voilà, qui sera sur la thématique des contaminants et du réseau de mesure. Merci à tous et bon après-midi. Et merci à toi Bertrand pour l'organisation. Oui, Et merci. Et merci à Emmanuel pour être venu apporter son éclairage.